Good morning. How are you? Okay, when I say that with this loud voice, I observe some of them are like, "Eesh." So then I know, right? What a day yesterday. Fantastic. I mean, that was really a great moment of sharing, of being together, and you were great. And the party was fantastic, and I think we should make a warm applause for Cegid because they, especially for you, they ask the full moon to be there. Now, for those who maybe have already forgotten what happened yesterday, just in case, have a look. Hey, Nathalie! Hello, Fred. Hello, everyone. What an amazing day one and party yesterday evening. A beautiful moment that we would like to see more often. And now, Fred, what's next? That's a very good question, Nathalie. Enjoy the metaverse. Well, what's next? We're going to talk about cloud, data, and cybersecurity. And to introduce this moment, we have another one of Cegid in the metaverse with Antoine. Hello, Antoine. Hello, Fred. I will be here in a second. Is there any way I can sit down? Come and see it. Hi, Fred. Hi, Antoine. Stay in the middle. So you ask me where to sit. Well, anywhere you want, except there. And I choose this one. okay, that's a good choice. How's everything? Fine, exciting. We have some slight technical difficulties this morning, surprisingly, but this is the real life. And this is also happening live for some of us, especially for in Monaco. And for so we are working on it. But we're here. We are going to show you and to have this roundtable and learn more about the cloud, cybersecurity, agility, and what it brings to retailers. Okay, I was just asking you how you feel. You just say good. You know, that will be all right. That's not what we rehearsed yesterday. Remember, I was late in my workshop because I rehearsed with him. So. Okay, you see, he's ready. He's ready. I'm telling you. Okay, so let's welcome your guests, Thierry Le Triard, Jean-François Gomez, and Jérôme Degia. Enjoy. Morning, Antoine. Hello, everyone. Morning, everybody. Hi, guys. Hi. Hi. So thank you and welcome to this traditional technology roundtable. You know, the one on the morning after the party. So everyone can sleep for 30 minutes. No. We try to bring some excitement this year with technology and retail being present on stage. So I would like to start with a round of introduction of our panelists, starting with this video.
So Jérôme Degea, you're Senior Director EMEA for the Oracle Cloud Strategy. And we see that Oracle is investing a lot in the cloud. So what is the cloud strategy? But in 1 minute. Sure. I think you've seen already quite a few of the strong themes, but it's quite simple. Sustainability, predictability of price and performance, agility are some of the key concepts on top of which we have built OCI. OCI is cloud infrastructure. It's a differentiated cloud built from the ground up to enable any type of workload to run in the cloud, from cloud native to the most critical enterprise workload. We've built 38 regions so far. We're growing that number of regions every day to be as close as possible to you guys, our customers, making sure you get low latency to the cloud. We also live in a distributed cloud world, meaning hybrid and multi-cloud. And we partner with Microsoft Azure here to ensure that customers can also have like a multi-cloud strategy already built up within Azure and OCI together. Yes, Jérôme, in fact, we benefited from this strategy to move Cegid Retail Orly to a full SaaS solution on OCI, and we are starting to do the same thing for United Retail. So thank you for this introduction of your strategy. Thierry, so you represent retailers here on this panel. So, so let's learn more about SudExpress and also what is the cloud for you, for your company. So SudExpress is a women's fashion brand, first of all, operating directly only in France, so to make just our life a bit simpler, but still with 150 stores. So it requires quite a bit of management of data, which those two guys are stocking for us. And, you know, as everybody, we have lots of data. We don't know always what to do with it. And we always have to try solutions through BIs, through small apps in order to get this data, understand it, use it, be agile, be quick, because we are in not an easy environment with things changing fast. And we don't know much about technology, myself. My team here knows much better. But this is it. Yeah, good. And you use technology, and a lot of your information system is in the cloud in the end. But we love to have information quickly in order to react or act or pre-act, depending on the moment. Because we are, it's a tough one. So we have to fight. And to fight, you need the information. Yeah, so, and some of your applications are in Microsoft Azure. So here we have Jean-François Gomez from Microsoft. You're the industry advisory and influencer for retail and lots of other stuff. Yeah. But let's focus on retail. So Microsoft Azure exists for some years, but in the past 3 years since the previous connection, a lot happened. So maybe a lot of summarize also where you are today. Yeah, so today I presume that everyone knows Azure. Azure is the cloud of Microsoft, and the cloud of Microsoft is just 30% of the revenue directly. And the most of the services Microsoft are based on Azure. That means Office, that means Minecraft, talking about metaverse. We have great operation. Yeah. And today, Azure is present around the world in more than 65 regions. Regions means that your ability, or we're looking to match with local requirement, and typically we have deployed with Cegid for dedicated market in China. So it's very important for the cloud to have some relation with local activities and requirements. And last point is, from your point of view, how many data centers across the world to support directly Azure? Ainea? 20? 20 in the room? 2,000? 160 data center around the world. That means in South Africa, in Africa, so everyone, and in a lot of different regions in Europe. And typically in France, we have 4 data centers. What that means? That means just the cloud is a reality. Cloud is everywhere across the world, and with Azure and partner, we are pleased to give the power to develop the new economy, notably for the retail. So let's illustrate this with this short video. Whether we realize it or not, we rely on the cloud for everything, from working remotely with colleagues to ordering delivery from our favorite restaurants, to securely communicating with our doctors. But what is the cloud? It is not nebulous magic, nor is it a single supercomputer.
The cloud is a globally interconnected network of millions of computers in data centers around the world that work together to store and manage data, run applications, and deliver content and services. The Microsoft Cloud keeps your data protected across more global data center regions than any other cloud provider. From the United Kingdom to the United Arab Emirates, South Africa to South Korea. Go behind the scenes at a Microsoft Cloud data center to learn how our cloud works. Thank you. You see, Yeah. the keyword is about sustainability. Probably the cloud is the best way to support the pressure that we have on IT for the environment respect. Because thanks to the cloud, with a cloud operator, we have the ability to be more efficient regarding environmental impact. And this is a key element in using the cloud. It's a good point for the planet from a point of view. Yeah, so It was out of the agenda, but it's important from my point of view. Yeah. you. Yeah, we know where you're going here, so but I agree. That's one of the aspects, and there are lots of concerns also that are legitimate. But Thierry, when we discussed why you move your company to the cloud, there are three main topics: security, scalability, and agility. So let's open the first chapter on security. What does it mean for you as a retailer, and what are you looking for in the cloud? But, you know, today, security is a big issue. We saw some of our competitors having web apps shut down for 10 days last year. It's always a big threat. I know my head of IT is always scared. He's very focused on it. And you know, we have a team of 2 people. On-premise servers, they have to stay below 26 degrees, something like that. Who is going to come on weekends or during the summer holidays to fix it if there's a problem? Because the alarm is going to ring, but who's out of 2 people? It's not easy. Okay. So we said, might be simpler to ask. It's a simpler life in the cloud. Have a guy to do it. And you know, we don't know. So we said, okay, how to? We invited a hacker to come in the office. Oh. And say, could you break in, please? And the guy arrived at 9, and he said to Luis and myself, oh, by 10 I'm gone. And at 5 p.m. he was still trying. Still trying, and he was not in yet. So somehow, with the help of those people who are There's some hope. Okay. So Jean-François. So, yeah, security is a real-time topic. That means around the world, billions of objects are connected with people. It's real-time. That means that the attack can be very aggressive, and we have to be very reactive on this point. Yeah. And typically, give you a figure what that means for cloud operator, this challenge to supervise the cloud. I have the number, yes. At Microsoft, we have a cyber defense operations center, very impressive name, but it's very impressive with a lot of screens. It's about 3,150 people full-time to supervise the cloud. It's about 6.5 trillion of signal per day on security. And today, for Microsoft, it's about 1 billion of investment per year just to supervise. Because in parallel, security is a long journey. We have to securize the hardware, we have to securize the software, we have to securize the application, we have to securize the practice, the organization, and we must in real time analyze, detect, analyze, react, and sometimes push an update on billions of devices. Typically, this kind of devices must be able to receive in real time a security patch if we have identified a key issue. Security is a key element. The cloud is an infrastructure for your new environment, new economy, and the security topic is a key element, a key challenge, and we are pleased to work with you on this point because everyone is concerned by this topic. And so yes, there's this threats aspect, and there's a new pace in the threats also, coming faster and faster, and you have to react faster. There's also a resilience aspect in the cloud, because if you have only one server, even if it is under 26 degrees, it can fail. So Jérôme also perhaps explain that side of the cloud. Yeah, absolutely. So yeah, of course, the security is very important. It's at the core of our strategy. I think you heard that, yeah, every day
Oracle, as a cloud provider, receives also hundreds of thousands of attacks targeted to our customers, and we put everything in place to defend them. And that's something that, you know, if I have to say, everyone needs to focus on its core business. Our core business is to make sure that your application remains secure, highly reliable, resilient in the cloud, and you focus on making sure that your customers get the best experience, they get the best recommendation engines. So I think it's clear that, you know, we're here to protect your data, and you're here to be successful in your business. So going back to the, I would say, resilience, it's very important to be able to enable that from an application perspective, right? So again, focusing on your core business, you don't know what's behind your application. You might need to have 2 different data centers with high availability, durability of the data. So we as a cloud provider, we do all of that for you so that it's seamless for you and you don't have to worry about all those things when you deploy an application in the cloud. If you take, you know, France, for instance, we have 2 regions, one in Marseille, one in Paris. And even if like something big happens in Marseille, it's completely flooded or whatever, you can build application that will continue to run in Paris. And you don't have to worry about it. Everything is done in the background. So we put a lot of artificial intelligence, machine learning in our applications, in our services, to ensure that we can protect from the security threats and provide a better resiliency. Yeah. But don't be afraid. The security powered by the cloud is an opportunity, because thanks to the cloud, we are able to deploy new solutions. Name is zero trust architectures. But what does it mean? That means that we are able to securize from devices, from the chipset of the devices. And I hope that you're using in your activities security of data on your devices. But in the same time, notably thanks to Teams, we are able to enroll a new employees in the store directly thanks to the cell number. It's possible. And immediately your new associate has the opportunity to use all the services of your company to operate with the customer in the store. Today we are deploying no password architectures at Microsoft if you use the devices, but with other partners, HP and so on the devices, no longer we use password because we have a better security using two factors for identification. And that means that a good understanding of the security, notably thanks to the cloud, able a new scenario, typically for the employees, for assistants, or in the real life. And it's a key element too. That means we must integrate these new architectures to imagine new solutions for the employee thanks to the cloud. Thank you. If I may, I'll ask you a question. Do you know what is the biggest threat in terms of security in the cloud, but in general? Any idea? It's the human error. It's people who forget to protect stuff, to lock the door when they exit the building, right? And we've put in place a lot of things that prevent that by automatically putting all the security at all the layers by default, because that's the main source of problems. Thank you, and guys. thanks to the cloud, We have to move on. one ID. One It's user, very one important. ID. One user, and one again, ID. We work, and we worked a lot on these topics, but we have also to address other concerns. Thierry, you said that you tested the security with a hacker inside, so you know a little bit, and you proved that it's working. I hope it was a good one. So. Yeah, that's the risk. That's the human also error potentially. But the second chapter was about scalability. You're a growing company, and how do you measure, improve your scalability using cloud solutions? Me, I know nothing about technology again, but I think it's simpler when you grow if you need to store more data, because we are becoming we are a simple environment business. It's simple, right? So we are sewing 2 pieces of fabric and selling it. We are not sending a spaceship to the moon. It's quite a simple business at the end of the day. But meanwhile, we are storing tons of data, and we need to do something with it. And on-premise servers, you have to add those little barrettes in it, and I don't know much. To me, it's much simpler again to throw the ball to those guys and say, okay, can you store a bit more? And if, unfortunately, business becomes tough tomorrow, could you store a bit less and invoice less? Would be good. And so it gives us more flexibility in a way to manage our businesses.
And we need to embark sometimes new solutions, new applications, new this, new that, and put it in the cloud and move it right, left, and center. And people use it from remote places and want to have fast access because nobody wants to wait for anything in this world now. Yeah. Not only Again, deliveries. setting a new pace, not wanting to wait. This is where also, Jérôme, you said that the application, you should not know what is behind it, but the technology, the stack you're using also may lead you to some solutions or other type of solutions. So please explain the scalability for an application like Orly or United Retail with an Oracle stack. How does it help to go to a Sure. Well, scalability is one of the key principles of cloud, right? Cloud was designed to be scalable. It means basically if you run one VM, so one machine for 1,000 hours, or if you run 1,000 machines for 1 hour, you're going to pay the same price. So you have almost that unlimited capacity that you can rely on. But again, you don't need to worry about it, because if you do get more demand, more customers, because you're doing a promotion, you're going through the news on TV, or you're doing a sale, your traffic will increase. And in the back scene, what's happening behind the scenes is that the capacity will grow automatically. So again, as a cloud provider, our responsibility is to make sure that we can sustain that growth. That, again, you don't have to worry about it, but the architecture behind will grow. So I mentioned autonomous for security. Autonomous is a principle that we also apply for scalability. So if you need horizontal or vertical scalability, which means growing the number of machines to sustain your business, this will be done automatically. And we work with Cegid to make sure that this is applicable to you, again, so that you can focus on your core business, which is to sell stuff. And Jean-François, as human Azure. Just moving on the business side. So we're entering in a very dynamic world. And the ability to speed up, to slow down, is just business critical for any activities now. And the cloud is here to support this kind of respiration of the business. And this is why we must be able to address all the dimensions of the scalability or agility for our company. Speed up to enroll new employees, ability to deploy new stores, ability to reach new countries, or to leave the countries, etc. It's just critical now to perform. And this is why the agility is a key element, thanks to the cloud, to support your agility in your business. Just maybe to give another example, not in retail specifically, but when the pandemic started, obviously a lot of businesses needed this agility. And we helped Zoom, so the tool some of you might be using, to grow and increase their users by 300 million within just a few weeks. And if you're not in the cloud, you just cannot do that, right? You have to have that almost unlimited capacity to move forward. Yeah, and so Thierry, we enter the third chapter, which is the agility. I think before, Jérôme gave a great example yesterday about Formula One, which was quite shocking in numbers. Yeah, you should share that. That's I think cloud can be applicable to multiple industries or businesses. But basically, Formula One, when you look and watch the race, you don't think that actually every single lap for every single car means thousands of simulations. And that runs in our cloud for the Red Bull team. They calculate whether they should change the tires, whether they should stop at the pit stop on the next lap. And of course, they take that from data from the car, from the history of the races, and from what's happening currently, temperature of the track, temperature of the tires, everything is taken into account. And the key is not so much about this huge amount of data, but it's to take the right decision at the right moment so that Verstappen is going to win the race, basically. And let's, Thierry, maybe if we go to the agility, and because you were mentioning Zoom and so on, and the work from home also, the ability to carry on the company's business from home on a short time notice and so on was also important for your business. Yeah, it's not easy without stores, though. Thank God we had a strike for the retirement before COVID. Well, thank God. Not really, but at least it forced us to be able to work remotely. Yes. Beforehand, because most of our people leave an hour and a half from the office, and they were not able to commute because there was no train, no tube, no whatever.
for 6 weeks. And a month later, we were at home for 6 weeks, or 5. And but it was good to be in the cloud because it's just when we moved from Columbus to Y2, 5 weeks later. Good timing. So usually in small companies like ours, there's a bit of resistance to change. Yeah. But it was good because there was no pressure on anyone and everybody enjoyed, basically, stepping into Y2 without the pressure of delivering the stores every morning because we were closed. At the same time, we changed our digital environment, so same, we had to learn on it, and we had to learn fast in that case because that was our only mean to sell. So I think without the cloud, we would have been would not have been simple. Yeah, so we see it increase also the pace of innovation. So Jean-François, how Azure does help on agility, and you started to treat this topic. So what else in innovation? Increasing the pace of innovation with Azure. So a lot of different dimensions are emerging today on the market. To follow the ideas on transformation, the need to speed, reactivity, agility, and so on. Today, we are assisting at the fusion on the online and offline. And we can talk about industrial metaverse or digital twin, but this dimension is emerging very quickly. Today, coming from the manufacturing experiences, we are delivering more and more often on the retail market the ability to have a digital twin on the stores. And by this way, we are able to have a better reactivity with customer, with partner, and it's a new dimension of agility. The ability to manage from everywhere, from any kind of devices, any component of the business activity, online or offline. This is a new level of agility which is arriving and it begins to be deployed, and notably in UK we have some experiences on this point. Yeah, Thierry, the real-time aspect of accessing to data, that's also important now. And you leverage that in your business, Thierry. But yeah, we are more using BIs and small apps which you can either see on your laptop or on your smartphone. When you have a retail operation, you go to your retail stores, obviously. And when you arrive, it's better if you're prepared. If you have a quick data on your smartphone, you can check where the store is, how it's performing, why it's underperforming, which product they're selling, which product they're not selling. And if you can have information in real time, meaning real time, every hour we are updating the information, but we are more close to the facts than if we have the information from last week, which was the world of 2-3 years ago for us. Yeah. Now the new normal is faster, setting a new pace. And Jérôme, on Oracle, we saw also you move fast to the cloud, and you also demonstrated agility here, and you support agility for your customers. Yeah, absolutely. I think we've been through tough times. I hope we're going to be, in a better position in the coming months and years. But you have to adapt to those ever-changing situations. So, of course, you need innovation to better fight against your competitors. And to have that kind of innovation, it's a lot of investments if you have to do that by yourself. So one part of the agility is to bring new technologies into the retail world. So we have customers, for instance, that are using live feeds from cameras to look where the people are going into the store and what's their priority, which product they're going to pick up first, so that the store can actually put those products closer to the entrance, right, to drive the right level of attraction to those products. And they do also, back office analysis to get more insight from that data. So that's from, I would say, a business standpoint. We also need to help our customers modernize their applications to embrace those new trends. Things like cloud native, containers, being cloud agnostic are things that really matter for our customers. So yeah, we need to be ready to provide that level of platform, that level of agility, so that again, you can be better yourself as a retailer in a very competitive and even more competitive world than it was yesterday. Very good. So we covered broadly the 3 chapters, the security, the scalability, the agility. But last night I was discussing with several of you, and there are still some people hesitant
to go to the cloud, retailers who don't see completely the benefits or see more of the risks than the benefits. So perhaps as a conclusion, what would be your final word for these retailers that still hesitate to go to the cloud? Let's start with Jérôme. Sure. Well, I think we've kind of talked about some of the key points today, why cloud is so important in terms of agility, scalability, security. So basically providing all the building blocks so that you as a retailer can have a very strong, reliable, competitive applications. And I think, Cegid is there to give you that trust because they will build the right type of application using the right technology underneath with Azure, with ourselves, so that you can be confident in moving to the cloud. And again, not having to worry about how it's being done, but trusting Cegid to build the right level of applications. So I think the answer is there's no other alternative. If you want to remain competitive in this world, you have to embrace cloud. Jean-François? So quickly, it's an important moment because we are living a linear world based on planification process, where the customer was homogeneous and worldwide. Today, we are in the new world, a world based on a graph. That means the performance is in the ability to create new value chain, embedding your customer, your partner, and so on, at the speed of the business. It's totally new. During years and years, we have always the same pattern to develop business. Today, we have a new world, a pool world, pulled by the customer, pulled by the market requirements or difficulties around facilities or raw materials. And we must be very adaptive on the very fragmented world to serve this objective, to stay performant, to be able to capture all the opportunities. We have to move to the cloud. It's just mandatory. Thierry, so you've been there, you've moved to the cloud, so how can you share your experience and convince them? As I said earlier, we are doing a simple job, of a simple business, which is a tough job. We are looking at 4 kinds of data in our real life. We are looking at customers, stores, clients, employees. Simple, only 4 points. And you mix and match those. But in order to do so, and to use all the application we've seen even yesterday here or on the ground floor, most of them are cloud-based, first of all. You don't have much choice. If you want to put ACRH, if you want to put Talentsoft, if you want to put whatever you're facing to do innovation, to try to be more agile, to secure your business for the future, 90% of what you see on the market is cloud-based. So at the end, you say, okay, if everything's cloud-based, maybe I should follow. That's my opinion. Very good. Thank you all. Thank you very much for this discussion. Thank you again, Jérôme, Jean-François, and Thierry, for all these precious inputs about cloud data and cybersecurity. Indeed. Indeed. Antoine, before we move on to the next chapter, let's go to the middle here. Just, we have a huge stage for once. Yeah. Impressive, but it's nice. Before we move on to the next chapter about the metaverse, you wanted to give us some news, some head-ups about the software factory that was presented yesterday by Olivier Quionneau, if I do remember well. Yes, so he hinted, and a lot of you went to the Live Store factory, but maybe some did not, so maybe you're not interested. So maybe we should move on, or is Nathalie, does she really want to see something? Or? I don't know, but I know that Nathalie is all... Oh, here she is. I knew it. Hi, guys. So, you are going to explain that now you are able to deliver new features in 24 hours? Really? It's not a joke? Please, show us. Well, okay. All right, we'll do so. Don't worry, Nathalie will do so. But I need some help on stage. Yeah, she's got eyes everywhere. Yes, you need some help, so let's do this and welcome Damien Burton, Retail R&D Manager, was the factory yesterday and today. Hi, everybody. Hi, Damien. Hi, Antoine. Hi, everybody. So,
you spent the last 24 hours explaining our process to plan, develop, test, deploy, adopt our new solutions in the Live Store factory. So did it go well? It went well. We saw a lot of people, and in the background, there was a lot of development made over the last iteration, and I'm going to be able to demonstrate 2 main new features that have been developed over the last few days, and that are a good demonstration of the short cycles and what we can do over. Yeah, you saw that we have a cadence and we have a process, so things have to move through all steps in the pipeline. There are lots of checks and balances and so on. And how many installations, adoptions of Live Store did you install on the various phones in the audience? I'd say about 30 or 40. Okay, so for 40 of you, you had Live Store on your phone. You saw it yesterday, and today you're going to show us what changed in the application, what are the 2 new features in the application. And so please, there was a push last night on your environment. And so today you'll be able to see those new features that I'm going to talk about, mostly around the timeline, the customer timeline, and alerts on the customer. So let's have a look at those new features. We will illustrate it by 2 scenarios. First scenario is I'm going to get my my favorite pretend client, Rafael Nadal. We're going to look him up because he's a very good pretend client, and we're going to look at his timeline, at his history, and what you can see that's new up there in the top right. I can't jump that high, unfortunately, is a little filter. He's got a lot of orders. He's got some receipts on hold. He's got some orders at the bottom. And when you look at this long list, you can notice as well the load on demand when you scroll down. That's nice. It's kind of hard to parse through all that. If I just want to have a look at the orders and reservations, I can now filter, and that's new. It wasn't there yesterday. It's there today. What else that's appeared today is that you can also take actions directly from the timeline. So say there's a omni-channel order, you can take actions depending on the scenario of the omni-channel, and eventually add it directly to the cart or accept the reservation or whatever it is depending on the scenario. We have another scenario, which is, let's say that our favorite pretend client came to the shop this morning and he forgot his wallet. So we had started to load the cart, but he had to leave and he's coming back this afternoon. He's coming back, I recognize him, obviously everybody would. And I don't consult his timeline. Instead, I'm just going to add him, associate him to the cart. So we're going to switch into the POS system, and what's new is again on the top right, a little alert, a little bell with a sign that there's 2 actions that can be taken. And if I click on it, or tap on it, I'm going to see those 2 items that were in the timeline, but actions can be taken on them. So we've already looked at the order side of things. Let's look at the ticket on hold, the ticket that wasn't possible to finish because he didn't have his wallet. And I'm going to have an action as well. It's not translated yet, it's too fresh. And I'm going to directly add it to the cart. And in 2 clicks like this, instead of having to find the article, scan them again, find the basket and scan it again, I'm just back to where I was when he left this morning. And I'm just simply going to be able to click down there and pay in a simple scenario because that is a test environment. So here we are, 2 evolutions that demonstrate the short life cycles in Live Store. There were no evolutions on the API side, on the real complex business logic. The Y2 platform side, in fact. Yes, we purely in the Live Store apps. We make use of our UX and UI teams, the project management, and the agility of the development teams to be able to do 2 features that really bring something to the table in a 2 weeks iteration. Okay, so I hope Nathalie is impressed. And so what is overall
the interest of the audience in the process, in the R&D process, the CI/CD stuff and so on. Did you find some people interested in that? Is it too technical? Do you not want to come back to any connection later? Or? I'm running no, it was very interesting to interact. It was very, I think the aspects that bring the most attention are agility and iterativity, the 2 weeks, cycles, and Scrum. I think a lot of people are they don't necessarily know what agility and Scrum means, but they have some notions, and it was interesting to exchange about this and show what can be done when it's implemented in its full power. Yes, and to carry on the discussion we had just previously, this is outside of retail, but everything was managed from Azure DevOps. You saw a pipeline, everything is on Azure, and this is also what brings the agility to be able to do that, to deploy automatically with security, because we have built all these checks in the pipeline, and to do that from Monaco to deploy in Dublin in several environments. Security and confidence. We pressed the button to deploy when we left the stand, and it was pretty much deployed when we arrived at the beach party. So it's good for us. And that's after Monday morning, we deployed Y2, the full Y2, on 400 advanced customers. So thank you. I hope we convince you that we are setting a new pace with LiveStore. Thank you very much. That's impressive. Thank you, Antoine and Damien, for this demonstration showing the evolution of CG Retail LiveStore in such short notice. It's really, really impressive. Next topic is really also impressive. I will call it, but just for me, it's called Metaverse for the Dummies. But actually, it's Metaverse for the dummy, me. But if you want to join me in this, I mean, you're welcome. It's so key also to talk about Metaverse. You heard about it. So just to tell you that this presentation will be in French. So you have the QR code, you take a picture of it, and et voilà. And so to talk about this Metaverse, we have the great pleasure to receive and to welcome our keynote speaker. Please make a warm applause for Eric Brion. Merci beaucoup, merci Fred, merci Cégit. Alors, je vais jouer un peu avec votre signature, c'est Retail Set a New Pace. Non, c'est a New Space, vraiment. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous parler. Je suis Eric Brion, je suis un multiverse humain, j'ai 4 jobs en même temps, je suis le DG du journal du luxe, j'ai créé une école qui s'appelle la Paris School of Luxury, qui est à Paris et qui est à Nice, j'ai une société de conseil, j'écris beaucoup, et ma passion, une de mes passions, c'est le métaverse. J'investis dans un métaverse français qui arrive bientôt, on va créer un métaverse un master métaverse et data, parce que ça manque de data dans le métaverse. Et ma foi, on va passer une demi-heure ensemble sur cet univers passionnant où, ma foi, il y a énormément de bullshit. Il y a pratiquement autant de gourous que d'utilisateurs aujourd'hui, mais ça va changer. Et déjà, le premier mot d'ordre que j'ai envie de vous transmettre, c'est l'humilité. L'humilité. Vous lisez beaucoup, vous entendez beaucoup qu'il faut investir tout de suite, maintenant, il faut être présent maintenant, n'importe comment, mais maintenant dans le métaverse. Le mot d'ordre que j'ai envie de vous donner, c'est « keep calm and study and test ». En effet, humilité. Pourquoi cette humilité ? Eh bien, vous allez voir un voyage dans le Web3 Codex pour le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Le mot codex ne vient pas de nulle part. J'ai envie de dire peut-être que le premier métaverse humain, ça date des grottes de Lascaux, parce que c'est une forme de métaverse, de projection en effet. Et le codex, c'est l'ancêtre du livre. Et vraiment, aujourd'hui, ce sujet, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité, c'est un livre ouvert où on écrit des pages, mais on peut avoir totalement tort. Et le codex, c'était ça, à l'époque, en effet, du Moyen-Âge. On écrivait, on changeait, on raturait, on remplaçait la page. Et là, aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer quelques codes. Donc, le premier code,
c'est cette notion d'humilité. Alors cette humilité, pourquoi? Parce qu'en effet, ce n'est pas une histoire qui date d'hier ni d'avant-hier. On voit début des années 2000, le premier métaverse français, avec en effet ce métaverse où on revivait Paris en 3D fait par Canal+, ici, le deuxième monde. Et puis, nous vivons aujourd'hui déjà dans le métaverse, tout simplement. Quand nous sommes sur Zoom, quand nous sommes sur Teams, eh bien, vous êtes dans le métaverse. Je vois déjà, il y a même des magazines dédiés au métaverse, c'est avec nos amis chinois. Et là, en Chine, on passe un cap supplémentaire. Là, j'ai pris un exemple, vous voyez, nous sommes dans une boîte de nuit métaverse où là, quelques milliers d'amis chinois fêtent un anniversaire. Et même pendant la période difficile du Covid-0 à Shanghai, on voyait apparaître du coup une forme de résistance à travers métaverse et NFT. Vous voyez, c'était négative ici. Et simplement un chiffre, 55% de nos amis chinois disent que, ma foi, passer des vacances dans le métaverse, c'est pas mal. Et on comprend quand on est en confinement zéro que le métaverse fait du bien. Alors, mais en même temps, il faut être extrêmement humble parce que technologiquement, eh bien, c'est loin d'être au point. Comme je parlais à une grande personne du luxe IT qui me disait quand Madame Michu arrivera à se balader dans le métaverse en toute tranquillité, on verra les choses. Là, je vous invite, on est en pleine Metaverse Fashion Week, il y a quelques semaines, et c'était un enfer. J'ai mis 2 heures à bouger un bras, couper et autres. Donc, on voit ici que pour l'humilité, il y a encore beaucoup de travail. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis, humilité, tout ça, bien sûr, vient d'un cet univers fascinant qu'est la crypto. Et vous n'allez pas sans savoir qu'en ce moment, on parle même de winter crypto. Donc, vous voyez, c'est le winter is coming. Donc, humilité sur le sujet. Le deuxième point, c'est d'essayer de vous donner une définition. Une définition, alors là, je vais dépasser la notion de métaverse. Je vais parler de Web 3, ici, où, ma foi, ce Web 3, c'est le nouveau Far West. Sauf que ce nouveau Far West, il est basé sur déjà un Internet, mais en mode stéroïde, surpuissant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Nous sommes face non pas à une révolution, mais une évolution naturelle ici. Et que ce Far West, alors ce n'est pas l'obsession de l'heure, c'est l'obsession de la valeur. Cette notion de valeur, elle est extrêmement intéressante. Alors déjà, une petite carte de ce Far West. Nous sommes face à 3 continents. Le continent gaming, soyons clairs, le métaverse doit tout au gaming. Le deuxième point, c'est les métaverses, bien sûr, et aujourd'hui les NFT marketplace. Et puis il y a cette mer fascinante qui permet de construire sur du solide, qui est la blockchain. Voilà une carte simplifiée du métaverse. Et en effet, Internet en stéroïdes, voilà un exemple d'un métaverse français qui arrive d'ici quelques semaines, qui s'appelle Garou. Et voilà ce que nous allons vivre, de l'immersion au possible, ici. Et Garou reproduit à l'identique Paris et New York. Donc vivez ici Paris-New York, et quand vous voyez ce craft ici, vous comprenez pourquoi nos matières chères, que sont luxe, mode et beauté, se retrouvent à la maison. Et puis, c'est l'immersion stéroïde. Ça, c'était il y a quelques semaines, démo Matrix sur PlayStation 5 et Xbox X. Donc, vous voyez, on est pas face à des bécanes extraordinaires. Et regardez un petit peu, voilà cette puissance ici, voilà ce pouvoir hypnotique du métaverse, où ici, on est dans une révolution, mais sublime, où l'émotion est extrême, comme notre rapport au luxe ici. Alors, je vous parlais de valeur. En effet, c'est la valeur. Donc, on voit, alors on parle beaucoup d'argent, bien sûr, on parle beaucoup de drop NFT qui ont amené des millions, de chez Gabbana, avec quelques robes faites uniquement en NFT, ont touché plus de 2,6 millions de dollars. On voit d'autres univers, comme l'univers ici de l'alcool. Vous voyez, on est face à un NFT Gold Bourbon & Conti pour amateurs. Ici, il y a ce rapport à l'art. Finalement, un NFT, c'est un petit peu une Joconde que je m'offre. Alors, des chiffres qui peuvent donner du vertige, qui peuvent être remis en question. Mais ces chiffres sont là. Morgan Stanley, qui nous dit que d'ici 2030, eh bien, le luxe 3.0, donc ce luxe adapté au Web 3, pèsera 10% du business global du luxe. Thierry Herman, très loin, bon, je doute de ce chiffre, les NFT art pèseront 80% du marché de l'art.
C'est un peu fort. Mais néanmoins, la contamination est là. Meta, qui a annoncé 47,5% de commission pour tout achat, c'est sympathique. Et ce point très important, je sais que beaucoup d'entre vous travaillez pour l'univers de la beauté et de la cosmétique ici. Regardez ce chiffre très important par rapport à la Gen Z, les moins de 26 ans. 52% des joueurs Gen Z, c'est-à-dire tous les Gen Z pratiquement, considèrent finalement qu'ils sont plus eux-mêmes dans le métaverse que dans le monde réel. Donc vous voyez, ces chiffres donnent le vertige. Alors, où est la révolution là-dedans? Alors on vous parle beaucoup de décentralisation. On parle même de crypto-communisme. Alors c'est amusant, sur LinkedIn, je lisais un article d'un jeune Z qui se prétendait crypto-communiste et qui me disait vive la décentralisation, enfin qui écrivait vive la décentralisation. Je lui envoie un message pour savoir un peu, pour l'interviewer dans le journal du luxe. Et il me dit j'adore le luxe, je voudrais lancer une marque de luxe. Bizarre comme crypto-communisme. Donc, on va un peu oublier la décentralisation et son fantasme anti-GAFA. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes face à une révolution du digital asset, de l'artefact digital, mais c'est une vraie révolution de la possession. Pour la première fois dans le digital, nous allons pouvoir posséder des objets digitaux. On ne possède pas un GIF. On ne possède pas véritablement, vous voyez, un lens. Là, on possède grâce au Web3. Et, the vision thinking that in the attendez, future. je vais vous le faire, je vais faire un retour. Et là, ça va être très intéressant. On est face à... Je vais vous faire écouter le NFT King, le roi des NFT. Donc, vous voyez, dans le Web3, on n'est pas très modeste ici. Et vous allez entendre Monsieur Pagotto, qui a créé la société Artefact, qui s'est fait racheter par Nike il y a quelques semaines, et va vous faire comprendre ce mystère de la possession de l'intangible. On l'écoute. With the vision thinking that in the future, a lot of what you possess digitally will be a lot more valuable to you than what you possess physically, both on emotional level and economic level. And this is true today. You know, it's true for me because I mean I'm an NFT king now or whatever. So of course I don't want to lose my wallet and have a shit flat, but I've got a really good wallet with NFTs. On voit ici, vous avez compris que l'objet digital peut devenir aussi, voire plus important économiquement, mais aussi émotionnellement. Et c'est vrai qu'on comprend cette fascination Nike Artefact qui vend, c'est normal, des stickers. C'est la fameuse tribu des fans de stickers, les stickerheads. Et le pari est quand ces stickerheads qui sont obsédés par la collection, eh bien, collection de Air Jordan vont se transformer en collection d'artefacts. Pareil sur les avatars. Yann Rogers, ancien Chief Digital Officer d'LVMH, nous dit quelque chose d'intéressant. D'ici 5 ans, tout le monde aura son digital closet pour ranger ses vêtements digitaux. Donc voilà une expérience. Ça va me dire, alors, mais c'est fou, un NFT, on ne le voit pas. Oui, mais on le voit quand on est dans le métaverse. Là, nous sommes chez l'ami Snoop Dogg. Nous sommes sur Sandbox, qui est un métaverse pensé par des cerveaux français, qui est, on voit, dans une culture graphique, vous voyez, comment dire, du graphisme de jeux vidéo 8 bits d'il y a d'une quinzaine d'années, mais qui ont se caché. On est chez Snoop Dogg, et Snoop Dogg affiche sa collection de voitures, affiche ses NFT. Donc vous voyez, quelque part, c'est le musée imaginaire, le fantasme ici que nous avons. Et bien, en effet, dans le métaverse, je vais pouvoir en effet afficher ma collection et le montrer au plus grand nombre. Donc on est vraiment, vous voyez, dans cette vraiment possession digitale, c'est tout le mystère qui est là. Alors, on peut acheter des NFT qui sont des œuvres d'art, on peut acheter aussi des avatars spécifiques, on voit aussi le travail que fait Adidas aujourd'hui, où vous pouvez vous offrir en effet cet avatar. Comme vous savez, vous avez vu ce chiffre, on est plus nous-mêmes dans le métaverse que dans le monde réel, donc forcément l'avatar a un poids extraordinairement important. Il faut avoir un avatar totalement unique, totalement à soi, ne pas se le faire voler. Donc, on est dans une mécanique de Web3, d'une obsession de la collection. Et là aussi, ce qui est passionnant, c'est que ce Web3 partage des valeurs communes avec le monde de la street culture, du streetwear, et à la collectionnite aiguë. Je prends 3 exemples. Regardez, vous êtes fan de NBA. Vous pouvez vous offrir, rien que pour vous, un panier mythique de Michael Jordan en NFT que vous allez avoir exposé.
C'est vous, c'est à vous, cette obsession de possession ici. Là, on est face à eBay qui commence avec, vous voyez, des jouets entre guillemets NFT avec le fameux hockeyeur Wayne Gretzky. Et ce livre, qui est la Bible de la street culture, fait par Ice Beatty, The Finest of Street Culture 2021, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est The Bored Ape, c'est ce fameux NFT. Bref, le point 4, le code numéro 4, c'est ce mystère. Et ça, il va falloir le comprendre. Il va falloir vivre avec et même profiter. There is nothing more rare than something that does not really exist. Rea Myers, qui est une digital artiste. C'est vrai, on est dans l'intangible. Mais le luxe, c'est aussi le pouvoir de l'intangible, d'amener une survaleur, une valeur extrême par rapport à un objet donné. Là, on est sur ce mystère qu'on doit essayer de comprendre avec passion. Alors, cet intangible mystère, on voit Restarting the Future, ici, avec cette économie de l'intangible. On voit, voilà, cover de Vogue Taïwan, crossover entre soi et l'avatar. Donc, on voit que vraiment, on est face à ce paradigme que votre avatar, c'est tout simplement plus important, voire plus important que votre propre identité. Donc, on va sur quelque chose de profond, de psychologique ici. Alors, attention, vous avez vu que, voilà, dans la précipitation de stratégie, Dieu sait qu'il faut avoir une roadmap claire, précise, argumentée, travaillée. On voit des lancements NFT tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Sauf qu'à un moment donné, si votre stratégie est mal faite, si ça devient gadget, pour nombre de consommateurs, de clients qui ne sont pas sensibles justement à cette fan de l'avatar, il y a un risque de gadgetisation ici du produit. Par exemple, il y a des stratégies. On sort un livre qui s'appelle Luxe et Digital 2 au mois d'octobre, et j'ai eu la chance d'avoir le Chief Digital Officer de Breitling, qui a une stratégie claire. Forger plus de 300 000 NFT, mais qui sont des passeports produits, qui vont servir demain à, et on le verra plus tard, à attaquer la seconde main. Et pour lui, il ne veut pas vendre, vous voyez, de digital twins qui gadgetise, c'est du service. Attention à cette gadgetisation, on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux, de délicat qui demande des codes. Mais attention, cette réalité, elle est claire. Aujourd'hui, alors il souffre un peu en ce moment, vous avez plus de 10% des utilisateurs d'Internet qui ont de la crypto. Alors l'écart type est très fort, on voit en France 6,4%, Thaïlande 20%. Mais en tout cas, dès que vous touchez la crypto, vous comprenez ce paradigme de l'intangible. Ça devient une réalité ici extrêmement forte. Donc, la valeur. D'où vient la valeur? Eh bien, la valeur, elle vient des communautés. Mais on n'est pas face à la communauté à papa. On est face à une communauté parce qu'il y a ce paradigme de la décentralisation, une communauté qui a du pouvoir. Et ce pouvoir, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous faire comprendre, en quelques mots, comment ça marche, cette force communautaire qui devient une vraie puissance économique. Sur les spacepods, les appartements virtuels. Donc là, je me renseigne et tout, et je m'aperçois que c'est un cadeau pour les holders d'un Clonix. En fait, si tu as un Clonix dans ton portefeuille, ils t'offraient un appartement virtuel en guise de cadeau. Cadeau pourquoi? Pour te remercier d'avoir investi dans leur projet, de leur avoir fait confiance, d'avoir gardé ton investissement, de ne pas avoir revendu et de croire en eux. C'est un peu comme si demain j'ai une Rolex, et Rolex, ils m'envoient des invitations, ouais, t'es invité pour tel événement, juste parce que tu as une Rolex. Mais ça n'existe pas. Je te donne un exemple tout con, au bout de 250 messages Snap, ils voient que je suis suractif, et ben ils m'offrent de l'argent, ils m'offrent quelque chose. Non, ça n'existe pas. Mais dans la communauté NFT, crypto-monnaie, etc., les airdrops, ça existe. Bref, je décide de l'acheter. 1300 $, pour moi, c'était ultra raisonnable. Les appartements, ils étaient sous-cotés. C'est-à-dire qu'un appartement virtuel, c'était 1300 $ sur le marché secondaire. Il y a un Clonix, ça valait 15 bahts. Je me suis dit, mais il y a un écart. Il y a un trop gros écart. Je veux dire, c'est sous-coté. C'est sous-évalué. C'est 15 000. Le BAL est à 1000. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'on vient de voir. Là, on était face à Artefact. Donc Artefact, on les a vus de King of NFT. Artefact vend des avatars et maintenant vend des appartements virtuels. Mais ce qui est très intéressant encore, c'est que quand Artefact vend 100 appartements,
il offre 100 appartements à sa communauté qui a déjà été fidèle. Vous voyez cet équilibre, ce cadeau entre guillemets. Et donc du coup, la philosophie de ça c'est amusant, on va voir sur les deux cas. Cette philosophie de la communauté au pouvoir, là il y a la mauvaise communauté, là il y a la bonne communauté. Donc Artefact a une double promesse. La première promesse, c'est de vous enrichir. Est-ce que les marques ont enrichi leur communauté? Enrichi économiquement? Peu. Vous êtes sur les satisfaire, c'est déjà beaucoup. Sur le Web3, on doit les enrichir. On doit les incentiver. Donc ça, vous comprenez complètement ce message, et c'est une réalité. Si je suis fidèle à Artefact, Artefact va m'offrir des choses que je vais pouvoir vendre au second marché et m'enrichir concrètement. Donc vous voyez, j'ai acheté un avatar, il m'offre un appartement. Je le garde ou alors je le revends. On a cette mécanique. Il y a le côté incentive et il y a le côté co-création. Le luxe déteste la co-création. C'était un prétexte, la co-création. Ici, c'est indispensable. Chaque pièce définie par Artefact, il y a une part qui est faite par la communauté. Donc les challenges créatifs. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, en effet, par cette double vision de la communauté qui crée la valeur, incentive, co-création et donc recrutement. Parce qu'en même temps, vous voyez, je me sens important parce que j'ai participé à l'œuvre de cet appartement, je me sens important en plus parce que je peux gagner de l'argent par Artefact et en plus, je peux me faire recruter par Artefact. Et là, l'exemple de la mauvaise communauté, entre guillemets, c'est Brut, vous voyez, qui interviewe le président Hollande, mais qui oublie d'enlever, en effet, les lens. Donc, du coup, c'est ridicule. Donc, vous voyez, bonne utilisation, mauvaise utilisation de la communauté. Alors, revenons sur les bases. Moi, je suis planeur stratégique. Ce qui m'intéresse, c'est les comportements de l'utilisateur. Pourquoi on vient sur les métaverses? Pourquoi on achète des NFT? Eh bien, voilà, vous voyez, un petit, un compas que je vais vous proposer. Déjà, la jouissance de posséder, le frisson de collectionner, la joie ou pas de spéculer, l'expression de soi. On le sait, nos clients sont obsédés, en particulier la Gen Z, sur l'expression du moi, cette interrogation permanente. L'envie d'expérimenter, d'aller sur d'autres territoires, d'explorer ici. Et, bien sûr, une socialisation. On est là pour parler à l'autre. Donc, ce petit outil, vous voyez, qui est ce compas, peut vous servir d'un filtre. Quand vous allez avoir une action NFT ou, plus tard, métaverse, pour moi, les métaverses de marque sortent d'ici 2 ans. Mais c'est maintenant qu'on doit travailler pour les sortir d'ici 2 ans. Ça permettra à la techno d'être au point et aussi le travail de fond de marque, ici. Vous voyez vos actions Web3, vous les passez au prisme du compas et si rien ne bip, c'est qu'il y a un problème. Humilité, comprendre le client. Exploration, paradis de l'ego. On voit que ce métaverse, c'est une promesse d'expression de soi. Ça gagne de la confiance. Ça permet d'être plus authentique. Ça peut paraître fou, mais voilà la réalité en tout cas de cette Gen Z, Gen Alpha qui est extrêmement demandeuse. Il faut savoir, et ça peut nous paraître très étrange, nous parents, que la vision de la Gen Z et Alpha du jeu vidéo, c'est que ça renforce leur santé mentale. Donc vous voyez, on est face vraiment à un second monde qu'il faut comprendre, mais les nier, c'est finalement se couper d'eux. Alors, l'expression identitaire, très intéressant, Gap Teen, qui n'a pas créé son métaverse, mais qui a créé des événements ici éphémères. Donc c'est une première stratégie, ça. Avant de créer son métaverse de marque, testez-vous à l'événementiel 3.0. Ici, on est sur Roblox et vous voyez, là où c'est très malin par rapport à Gap, c'est qu'on vise du coup la cible alpha, qui est très gameuse, qui est très là, et là qu'elle est là par millions ici. Et c'est le magasin de nos rêves où on peut tester, acheter des produits. On est dans l'immersion. Je dis simplement un mot du CEO de Dior, M. Beccari, qui dit l'avenir de l'e-commerce, c'est tout simplement le métaverse, parce que quelque part, c'est de l'immersif. Et l'immersif, c'est tout à fait luxe compatible. D'autres identités, parce qu'il n'y a pas que le luxe dans la vie, on voit ici Pepsi, qui propose une collection de NFT POAP au nom, finalement, d'un pop féminisme. C'est vrai que les communautés crypto sont très majoritairement masculines. Vous savez qu'il y a eu les fameux NFT
des petits singes Bored Ape, a sorti une application de rencontre en ligne qui a dû fermer parce qu'il y avait trop d'hommes et pas assez de femmes. Donc il y a vraiment un problème de féminisation, mais aujourd'hui il y a un mouvement justement pour essayer d'équilibrer, même s'il y a encore beaucoup de travail. Code 8. Là, je finirai, il me reste 8 minutes pour vous parler de mon sujet clé, le luxe. Ben, le Web3, c'est une formidable rencontre historique pour cacher un malentendu. Web 1 et Web 2 n'avaient pas des valeurs qui étaient luxo-compatibles. Profusion, copier-coller, transparence, on n'est pas vraiment dans le luxe. Mais le luxe s'est adapté, le luxe a joué. Ce qui est très intéressant, c'est que le Web 3, lui, partage beaucoup de valeurs avec le luxe. Et là, je vous propose ce petit hexagramme. C'est les valeurs, ce que nous partageons avec le Web 3. La rareté, l'exclusivité, l'expression du statut social. Je lisais une quote très intéressante qui disait « La Rolex dans le Web 3, c'est une Apple Watch avec un Bored Ape dessus ». Intéressant ici. Gatekeeping, en effet, c'est compliqué. On va voir des exemples. Le luxe, il y a un travail d'accessibilité. Dans le Web 3, on est face, en effet, à une complexité construite qui vient du monde du gaming. Ça peut être très cher, et c'est ce plaisir de l'unique. Donc on voit, on n'est pas du tout sur les valeurs Web 1 et Web 2. C'est pour ça que le luxe est chez lui dans le Web 3. C'est pour ça que le luxe est à l'avant-garde sur le sujet et qu'il passionne même tous ses puissants. Alors, je prends un exemple sur la rareté. Alors, c'est marrant de voir la bataille entre Monsieur Arnault et Alexandre Arnault, son jeune fils qui s'occupe aujourd'hui de Tiffany. Vous avez vu Monsieur Arnault qui était plutôt mesuré sur la fascination crypto et NFT. Et on voit Alexandre Arnault qui est totalement fan de NFT, tellement fan qu'en effet, il en a fait son photo de profil et il a transformé son photo de profil en un bijou unique Tiffany. Donc on voit, là, c'est de l'amour. Et c'est de la rareté. L'exclusivité, Bella Hadid, un NFT, donc quelques NFT, et les plus chers, ben, vous pouvez avoir un rendez-vous avec Bella. Donc on voit, on est dans une vraie exclusivité. J'ai une photo exclusive de Bella unique, et pour les plus heureux, eh bien, j'ai un rendez-vous 15 minutes one-to-one avec Bella. Statut signaling, on voit, hein, on est dans ce fantasme, on voit Sotheby Metaverse qui cartonne ici, qui est l'espace NFT de Sotheby. On est un roi, on est une reine. Le statut social. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez simple à comprendre, avec des codes qui sont assez radicaux. Gatekeeping, ça c'est l'enfer pour avoir en effet la collab 10 KTF Gucci, vous voyez, il faut alors passer l'étape marche 9, marche 11, 14, 15, 16, 18, 23. On retrouve la culture du jeu vidéo, on retrouve la culture du niveau. C'est pour ça qu'il y a une révolution RH ici, pour s'attaquer au Web 3. Et vous devez vous attaquer au Web 3 parce que c'est une évolution, tout simplement. Il va falloir intégrer dans vos équipes des compétences gaming, parce que le fond culturel est ici. Code 11. Alors, pourquoi le Web 3 va, et là je vais assez loin, va donner encore plus de pouvoir au luxe? Pour deux raisons qui sont assez simples. Le Web 1, Web 2 est vu et vécu comme une prise de pouvoir du client, plus de pouvoir par rapport à la marque de luxe, et c'est une réalité, et c'est tant mieux, et le luxe s'emporte très bien là-dessus. Mais le Web 3 va donner la main sur deux points névralgiques. Un, économique, la seconde main, qui a été radicalement snobée par les marques de luxe, et du coup, qui fait la fortune des Vestiaire-Co et autres, et permet une luxification de l'expérience digitale. La fin du digital free for all. Là, l'exemple, c'est ce que je vous montrais ici, on est face à le passeport produit, on est face à Breitling, collaboration avec Ariani. Donc au départ, chaque Breitling va avoir son NFT, mais qui est utilitaire, donc qui va donner bien sûr la traçabilité, l'origine, le certificat de garantie, mais surtout qui donnera accès demain à une plateforme de seconde main. Donc vous voyez ici que du coup le business model s'en voit enrichi. Et là, c'est une des grandes raisons qui va faire qu'en effet NFT Metaverse plaît énormément au luxe, reprendre la main sur la seconde main. La deuxième idée, c'est le free for all, pas la fin,
Mais regardez chez Snoop Dogg, bah, finalement, c'est un peu l'idée du club dans le club. Vous pouvez acheter des passes NFT pour accéder au penthouse de Snoop Dogg ou aller dans la piscine de Snoop Dogg, voire même un one-to-one avec Snoop Dogg, tout en virtuel. Kenzo, pareil, collection et autres. Donc on voit cette luxification de l'expérience digitale. Et pour quasiment terminer, ce que je trouve très intéressant, c'est le retail comeback par rapport au digital. Même certains disent que c'est la revanche du retail, le Web3. Pourquoi? Parce que, et c'est très intéressant, mes étudiants travaillent beaucoup sur le sujet, et quand je les fais travailler sur des métaverses, ben leur idée c'est de créer un musée et une boutique adjacente. Ah, ça me rappelle Dior, entre guillemets. Mais on est face à quelque chose de spatial, de, entre guillemets, physique. C'est intangible, mais physique. On retrouve les cadres d'un lieu. On retrouve la dimension d'une boutique, la sensorialité adaptée. Mais on est dans quelque chose de spatial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme le luxe, les retailers sont à l'avant-garde du mouvement, avec une mission différente du luxe qui est beaucoup plus de la démocratisation, en passant par les NFT. On voit ici la première machine distributeur de NFT, où vous pouvez l'acheter dans une carte. On voit, on va le voir ici, Harvey Nichols qui crée un événement pur NFT très accessible, ici. Et on voit bien sûr le Printemps qui, il y a quelques semaines, a créé l'animation Mon Premier NFT et sa boutique immersive. Donc on voit que vous êtes chez vous dans le Web3, vous allez retrouver des codes dans le Web3, même, vous pouvez avoir même un temps d'avance par des purs digital players parce qu'il faut vivre dans ce physique, ici. Et puis ça va être extraordinaire s'il y a des amis gamers, il va falloir créer des PNG de marque. C'est quoi un PNG de marque? Comment on le programme? Quelle est sa voix? Fascinant, ici. Et puis, bien sûr, je reviens sur nos amis chinois qui n'ont pas attendu. On voit cet événement SKP Meet Another Dimension, ici. On voit, bien sûr, Alibaba, qui est extrêmement fort dans ses applications. Alors, pour terminer, eh bien, je vous propose 7 raisons pour ne pas snober le Web3. Déjà, la première, dans le monde de la mode, on estime que les revenus initiés par ces vêtements digitaux, ces NFT, pèseront plus de 5% d'ici les 2 ou 5 années. Ça, c'est McKinsey. Deuxième point, alors après, bon, les chiffres, on peut en dire ce qu'on veut. Le deuxième point qui me paraît beaucoup plus important, entre guillemets, c'est tout simplement de comprendre que Gen Z et Alpha, donc Alpha, déjà nos consommateurs ici, sont des gens qui sont déjà métaverse natives, dont ces mystères ne le sont absolument pas. Et que finalement, le gaming comme le métaverse, ça va être le lieu pour avoir le Graal marketing qui est leur attention. Et ce chiffre assez étonnant qui est sorti en Angleterre, que les alphas pourront passer en moyenne 10 ans de leur vie dans les métaverses. Alors, votre client qui va pas, voilà, est-ce que vous allez snober cet endroit où vos clients vont passer 10 ans de leur vie? Ça me paraît impossible. Troisièmement, là c'est plus sur nos amis du luxe, même si elle a beaucoup souffert, les crypto-aristocrates ont un pouvoir d'achat extrêmement fort, surtout avec la baisse de crypto. Surtout. Donc du coup, les cryptos baissent, il faut que j'achète pour transformer en biens réels, en Gucci ou autre. Cette notion de statut social, si important, qui va être la Rolex 3.0? Le cinquième point, la métaverse sont un lieu culturel par essence, vraiment qui va générer un pouvoir, des conversations, un carrefour culturel. Point 6, on ne l'est pas encore, mais quel pouvoir de la data ici? C'est finalement grâce au masque, grâce au casque, et sachant qu'un métaverse ne peut pas se vivre, enfin peut se vivre avec un casque ou non, il n'est pas obligé d'être dans un casque, c'est trop limitatif ici. Vous imaginez, vous n'avez plus besoin de poser la question, j'adore faire des études, est-ce que vous aimez ce produit? Non, vous captez l'émotion par rapport au casque. Donc clairement des challenges data juste gigantesques ici. Et puis le septième point, comme ce qui s'est passé sur Hermès, vous l'avez vu avec les Kelly NFT et ainsi de suite, bah, si vous n'êtes pas là, quelqu'un risque de vous prendre votre place.
Ça, c'est ce qu'on voit aussi, même chez Rolex aujourd'hui, qui n'est pas dans le métaverse. Et vous avez une marque de NFT qui joue sur la Submariner et fait en sorte. Pour terminer, simplement, je vous donne un rendez-vous. C'est un monde totalement fascinant, où vous avez des actions tous les jours, une richesse, des nouveaux décideurs, des anciens, et ainsi de suite. Je vous donne un rendez-vous sur le Journal du Luxe, sur LinkedIn. Rendez-vous jeudi à 11h30 pour le premier du Journal du Luxe 3.0, où tous les 15 jours, on va étudier, benchmarker, interviewer ce formidable mystère. Donc, vous voyez, plus qu'un rythme, c'est un nouvel espace. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que vous pouvez recommencer toute votre démonstration, mais pour ce groupe-là, cette Pas de partie-là? problème. Là, j'ai pas été jusqu'au bout. Parce que j'avais peur de vous hypnotiser. Parce que Fred m'a dit attention, pas trop, parce que sinon, c'est l'hypnose. Oui, alors là, c'était dans le métavers à droite. Et, voilà. Passionnant. Incroyable, évidemment. Je ne sais pas pour vous, mais c'est peut-être une découverte. Mais pour moi, en tout cas, je me dis, mais c'est un monde absolument incroyable et dingue. On va vous donner la parole. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et puis, ça vous permettra d'être un peu énergique. Vous voyez? Parce que là, ça commence à... et puis, Eric, évidemment, va répondre à vos questions. On va en prendre quelques-unes, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Qui veut commencer? Parce que c'est toujours comme ça. Hein. Qui va se lancer? Et là, je meuble. Là. Parce que je suis sûr que vous avez une question au moins, c'est sûr et certain. Donc là, je continue à meubler. Mais c'était intéressant quand même. Hein. Oui, voilà, c'était intéressant, mais ça se voit. Ils ont mais il y a l'effet... Ah, voilà. Ah, merci beaucoup. Madame. Alors, attendez. Non, alors, attendez, on va faire ça bien. Regarde. Parce qu'après, vous êtes filmé voilà. et vous serez dans le métaverse. Et donc, si vous pouviez vous lever, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc moi, j'ai des enfants de 11 et 12 ans, donc effectivement, ils sont déjà dans ce monde-là, et on voit bien qu'on ne pourra pas y échapper. Par contre, je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas si accessible, et sur des robes Dolce & Gabbana, dont vous avez cité l'exemple, qui achète ça? Parce que ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas les gamers, donc c'est de la spéculation. Alors, il y a différentes typologies d'offres, en effet. Quand on est face à Dolce & Gabbana, c'est NFT, c'est les crypto-aristocrates que vous retrouvez par exemple énormément à Miami, Californie. Vous les retrouvez ici, qui sont vraiment une force de frappe. Et regardez aujourd'hui l'ouverture des boutiques à Miami, c'est pas pour rien, c'est lié vraiment à cet univers de crypto. Néanmoins, j'ai envie de dire, les premiers consommateurs, c'est vos enfants. Parce qu'il y a les NFT d'un côté, mais en même temps, les skins de jeux vidéo, on est dedans. Vous voyez aujourd'hui... si vous voulez, ce qui est très intéressant, quand vous rentrez dans un jeu vidéo, la partie pour créer son personnage, vous y passez des heures. Ils y passent 10 heures. Et s'ils sont habillés comme n'importe quel de ses copains, c'est insupportable. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est une réalité. Le poids des vêtements digitaux est censé de croître, et c'est le premier univers, c'est le gaming. Mais je vais vous donner un deuxième exemple. Alors, au-delà du gaming, qui est très intéressant, moi, je suis fan d'une marque qui s'appelle DressX. Et DressX, justement, a un point de vue à la fois intéressant en termes d'usage. Donc, sur DressX, vous pouvez acheter, en effet, des robes, alors là, c'est des skins, ou voir des NFT. Vous envoyez votre photo et vous recevez, justement, l'application qui vous permet, entre guillemets, de crâner avec votre robe sur Instagram, sur où vous voulez. Donc, vous voyez, vous vous habillez ici. Donc ça, c'est une réalité économique. Donc vous voyez le gaming, ces applications. Et simplement, si on parle d'éthique, parce que ce qui est aussi passionnant avec ce Web3, c'est qu'on a l'impression qu'avec le Web3, le grand public s'est confronté pour la première fois à la pollution digitale, à la pollution numérique. Pas celle des mobiles, mais justement de toutes nos applications, du cloud et autres. Et grâce au NFT, on s'est posé cette question-là. Et ce que fait DressX d'assez intéressant, dire que nous sommes l'anti-fast fashion. Et vous savez, la règle d'Instagram, Instagram, quelque part, c'est une espèce de règle, on ne porte jamais le même vêtement sur une photo Instagram. On change tout le temps. Donc vous imaginez ce motto, s'il est mis en application, cette catastrophe écologique qui fait qu'on change de vêtements, on revend ou on ne revend pas.
Et l'idée de DressX, c'est justement, en termes de pollution, mais là, globale, que justement, cette mode digitale soit une réponse à cette obsession, vous voyez, de changement en permanence, et que finalement, en effet, puisque comme vous avez vu dans cette réalité, c'est aussi important que le monde réel, eh bien, peut-être qu'on sera moins tenté, entre guillemets, par la fast fashion polluante, une autre fast fashion plus vertueuse, par cet acte. Donc aujourd'hui, c'est une réalité économique finalement où vous avez l'univers, en effet, alpha, Z et même millénials qui achètent dans leurs jeux vidéo, leurs skins et autres, jusqu'à une forme d'élite, entre guillemets, qui achète du NFT, qui achète du mètre carré. Et aussi, il y a beaucoup d'agences. Moi, j'ai jamais vu autant d'agences qui sont spécialistes des métaverses parce qu'ils ont acheté 2 mètres carrés dans Sandbox. Donc, on est vraiment dans cette mécanique-là. Voilà. Merci. Alors, une autre question? Monsieur. Oui. Ça commence. Pardon, ça y est. Moi, c'est parti, là. Voilà, c'est parti. En même temps, on aura pas. Il reste de 44, c'est bon. Excusez-moi. Merci. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Ouais, bah. Je n'avais pas reconnu, excuse-moi. Juste, tu as pas trop insisté sur le play to earn en fait, mais tu as insisté sur le fait que le consommateur en fait devient un acteur et il gagne à la réaction. Donc en fait, il y a une idée en fait aujourd'hui qui se développe, c'est que faut plus voir le client comme un consommateur, mais comme finalement un investisseur dans la relation. Exactement. Et si vous pouvez revenir dessus, parce que je pense que ça peut intéresser énormément de marques. Ça, c'est un cœur de la transformation. C'est un changement de paradigme marketing ici. C'est ça. Là, je suis un peu là. Mais c'est vraiment très très long. Hein. C'est vrai que je reviens sur l'idée de communauté. Avant, on servait la communauté en la servant bien, en vendant des bons produits, avec la fidélité, des expériences, du culturel. Là, il y a cette incentivization. Donc, vous voyez, en gros, on va faire gagner de l'argent le consommateur. Et en effet, si je rentre dans la logique de gaming, mais c'est au-delà du gaming. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez vu Sandbox avec Snoop Dogg. Sandbox disait un chiffre assez étonnant. Je crois qu'il y avait à peu près 120 000 personnes qui achetaient du mètre carré, mais il y avait 10 000 personnes qui étaient uniquement capables de faire des maisons avec. Donc vous voyez, il manque un Bouygues chez Sandbox, entre guillemets. Donc, mais c'est Bouygues, c'est pas Bouygues qui va le faire. Ça va être, en effet, des gens de la communauté. Donc, le play to earn, qui est bien connu dans l'univers de gaming, qu'est-ce que c'est? C'est je joue pour gagner de l'argent. Et ce qui est très intéressant, quand on rentre sur les tribus Gen Z, que je connais bien à cause de mes étudiants, mon laboratoire, et un sujet qui me passionne, le jeu vidéo, c'est plus qu'une passion, c'est un lifestyle. Et c'est un job. Donc, il y a cette dimension, en effet, d'enrichissement permanent. Donc, on est vraiment sur ce système, je vous dis ici, ce renversement communautaire, il est totalement fascinant. Et co-création, vraie co-création. Mais l'incentivization, je pense que c'est vraiment... Alors, il y a une seule marque qui fait l'incentivization, et c'est dans l'univers de la mode. Est-ce que vous savez quelle est la marque qui est forte, qui finalement a gagné grâce à l'incentivization? C'est Chine. Pourquoi Chine? Parce que Chine, on présente Chine, donc géant mammouth de la super fast fashion, qui a été entre guillemets créé par les Z, qui sont éco-warriors, mais qui ont créé Chine. Donc là, on est dans le méta-moderne, vous voyez, en même temps, hein, macronien, je suis en même temps éco-warrior, mais j'adore Chine et ses milliards de détritus, entre guillemets. Mais quand on voit l'incentivization, c'est Chine. Pourquoi ça marche, Chine? Au-delà d'un système, on est dans la rareté, bien sûr. Je ne sais pas le nombre de produits, c'est plusieurs milliers de produits par jour qui sortent. Donc, si vous avez plein de produits qui sortent et qui disparaissent au bout de 10 jours, vous créez une rareté, d'accord? Donc, qui dit rareté dit, si j'ai réussi à avoir ce t-shirt que tu n'as pas eu, je vais pouvoir te le vendre sur eBay ou autre, donc avec un bonus. Ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez, c'est une incentivization indirecte. Mais là où c'est très fort, c'est Chine, on n'en parle pas assez, c'est quand vous buzzez pour Chine. Quand vous parlez de Chine sur les réseaux sociaux avec le hashtag, vous gagnez des pourcentages de réduction. Donc, le moins 15% est une forme d'incentivization. Pourquoi? Parce que, d'une part, ce t-shirt que je vais acheter 15 €, je vais l'acheter finalement 10 € parce que j'ai buzzé, mais je vais le vendre 20 € parce qu'il est en rupture de stock. C'est une forme d'incentivization. C'est ce que fait Artefact quelque part. Vous voyez, Artefact, je vends 100 appartements, j'en donne 100 à ma communauté, la communauté la garde, ou alors la vend, et comme il y en a très peu, eh bien ça augmente. Donc on voit cette mécanique. Et monsieur? Parfait. Il y avait une question ici, oui. Attendez, on va vous apporter un micro, parce que sinon au niveau de la traduction, ça va être compliqué. Et puis...
Merci Nathalie. There you save by my horrible English accent. Then. Non, Oui, je t'inquiète voulais pas. savoir, aujourd'hui des métaverses, il y en a beaucoup, il y en a encore en création, comme vous le disiez en introduction. Comment une marque peut savoir sur quel métaverse elle doit investir, puisque généralement sur des choses nouvelles comme ça, il va y en avoir beaucoup au début, puis ensuite une concentration. C'est une excellente question, c'est une question qui m'obsède. Moi qui ai investi dans un métaverse et je veux qu'il reste, si vous voulez. Déjà, il y a un point qui est intéressant, il n'y a pas un métaverse, mais des métaverses. Donc on voit, entre guillemets, quand Meta a annoncé « je suis Meta », cette notion de globalité, elle passe. Même si pour 46% des Américains, le métaverse c'est Meta. Donc vous voyez, il y a quand même du travail. Il y a deux choses. Ça va être une bataille, parce qu'en effet, le temps de cerveau disponible, aujourd'hui, il y a trop de métaverses. Il y a des métaverses sur n'importe quel sujet, sur Mars, sur l'univers hip-hop. Enfin bref, ça n'arrête pas. Et forcément, il va y avoir une sélection naturelle ici. Mais pour les marques, je pense qu'on est face à une double dimension. La première dimension, et moi c'est ma recommandation par rapport au métaverse auquel je suis associé, c'est-à-dire qu'il y a une double activité. Il y a une activité B2C, qui est en effet, voilà, mon monde, je veux qu'il y ait un maximum de monde pour pouvoir y être et vendre de l'affichage. Donc par exemple, je vous donne un chiffre sur la Metaverse Fashion Week. Pour une affiche, simplement, la Metaverse Fashion Week, vous avez vu le truc moche là qui plante, c'est quand même 50 000 €, vous voyez, sur l'affiche. Donc voilà, bon, ici. Mais donc, il y a cet écosystème, mais j'ai envie de dire, la première chose, c'est de créer son métaverse en marque blanche avec un accès direct sur votre marque. Tout simplement. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, c'est une stratégie en deux temps. Un, je construis mon métaverse de marque accessible sur mes réseaux sociaux, sur mon site, entre guillemets, Internet, et en même temps, ben, je ponds des œufs un petit peu ailleurs, et là, on vient vraiment dans une stratégie. Donc, entre guillemets, j'ai mon flagship sur mon site Internet fait par des métaverses en marque blanche, et en même temps, je fais des pop-up stores dans d'autres métaverses, et on voit ce qui se passe. Mais on va être dans un test and learn. Il n'y a pas de vérité, mais je pense qu'il faut être dans cette double dimension. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des projets à 5 ans, parce que quand vous créez un métaverse de marque, vous devez vous poser 1000 questions, et ça doit mettre vraiment en marche pratiquement tous les métiers d'une marque. Ici. Et je peux vous dire que, quelque part, et pour terminer, parce que là on déborde complètement, créer un métaverse de marque, pour moi, ça ressemble à faire une série télé sur un décor qui est mouvant. Donc, est-ce que votre plateforme de marque est prête à devenir une série télé passionnante? Vous savez, par exemple, dans les séries télé, et je rigole pas, aujourd'hui, quand vous voyez les géants des jeux vidéo, il y a des saisons. Vous voyez, saison 1, saison 2, saison 3. Ben, c'est pareil. Créer un métaverse de marque, c'est créer une série télé. Donc vous voyez le travail que ça demande, et ce n'est pas simplement sur la marque, bien sûr, et c'est un paradis de CRM. Vous voyez, ce n'est pas pour rien sur NFT. On a vu Salesforce qui lançait sa plateforme NFT, ce n'est pas pour rien. Donc, je pense qu'il n'y aura pas un métaverse, il y en aura d'autres, mais il y aura une sélection naturelle, mais ce qui n'empêchera pas d'avoir votre propre métaverse chez vous, avec une amplification qui va bien sur TikTok et autres, et en même temps de miser sur certains métaverses qui sont en phase. Regardez, quand on prend Sandbox, toutes les marques ne peuvent pas être sur Sandbox parce que vous ne vous retrouvez pas culturellement ici. C'est pour ça que Gucci est très bien, mais d'autres ne pourront pas y être. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment applaudir Eric parce que c'est... Merci. Alors... Jeudi, 11h30, en live sur... Bah, attends, c'est pas non, fini, il reste un peu quand même. C'est moi qui décide quand on descend. Ah bon, d'accord. C'est le seul pouvoir que j'ai. J'anime trop, moi. Non, en fait, l'idée, c'est que je ne sais pas si c'est parfaitement clair pour vous, mais ce qui est intéressant à plusieurs niveaux, c'est que premièrement, on va regarder nos enfants différemment. Deuxièmement, ceux qui ont des PlayStation 1, vous pouvez les ressortir. Et troisièmement, et c'est ça surtout la bonne nouvelle, c'est que pour créer cette rareté, eh bien, Cégide en crée une avec vous, puisque nous vous offrons un NFT. J'adore ce silence au moment où je dis offrir. C'est dingue. Vous allez pouvoir avoir peut-être votre premier, en tout cas votre NFT Cégide, qui va peut-être devenir... vous voyez, vous allez peut-être aller sur eBay, enfin, je ne suis pas sûr de la valeur, mais en attendant, c'est un cadeau. Et pour le faire, c'est très simple, vous allez aller sur le stand Metaverse, Cégide Metaverse, juste en bas de l'escalier à gauche. Vous allez scanner le QR code et vous allez avoir votre propre NFT officiel. Vous pourrez demander à Pascal de le dédicacer. Non, c'est pas vrai. Mais ça va être vraiment votre peut-être premier NFT. Et si vous n'avez pas de wallet,
On le garde. D'endroit pour mettre on vous vos... le garde. Voilà. On vous le garde. Eh bien, vous inquiétez pas. On va vous expliquer, il y aura tout un cheminement et on vous accompagnera pour peut-être que ça soit le début pour vous de rentrer dans le métaverse. Voilà, donc encore une fois, merci Ségit. Mais faites-le parce que c'est vraiment sympa. Et puis, en plus, le NFT, il a une bonne tête. Vraiment, il a une bonne tête. Je vais faire juste un point data, justement, sur cette idée fondamentale. Alors, très court, mais très, très court. Comme tu es passionné... On a fait un webinaire pendant 2h30 sur le sujet. Et on a distribué, alors pareil, à la fin du webinaire, on distribuait les NFT. Il y avait 4500 inscrits, à la fin, il restait 400 personnes. C'est normal, c'est là. Mais sur ces 400 personnes, 380 ont téléchargé leur premier NFT et 90% n'en avaient pas. Donc on voit, vous voyez, en termes d'incentive, c'est extrêmement désirable. C'est la preuve que vous êtes ici. Et cette preuve est unique. Bravo. Exactement. Bravo. Ben, je vous en prie, enfin, en même temps, je suis pour rien. Moi. Mais voilà, merci beaucoup, Eric. Prendre le micro. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cet événement. Qu'est-ce que ça faisait du bien d'être tous ensemble. C'est pas fini, bien sûr, parce que tout cet après-midi, il y aura plein de stands à visiter, et puis des workshops, et ça ne finit pas, et un cocktail, mais j'y reviendrai dessus. Mais pour le mot de la conclusion, mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour Nathalie et Pascal Houillon. Allô, allô. So, Dernière précision, back to English. So switch. As you want, we can stay in French. No. Just for Nathalie, only for Nathalie. Okay. The reason why we buy StoreIQ is for the improvement of my English. Exactly. Thank you. Pretty expensive just for that. Yes, sure. So Pascal, thank you for joining us for the conclusion of this plenary session and this short Q&A. If I remember well, this is your third Ségit connection? Yeah, the third one after Budapest and Madrid. Madrid. Always a real pleasure to be here. Yes, I hope so. And what did you think about these 2 days? Day and a half, I think. It's not 2 days yet. Yes, but it's easier to the say night that. was so long that Yes. it's 2 days. First, I'm always amazed by the energy that we could find in Ségit Retail Connection and how we all speak together and how we exchange ideas among customers, partners, Ségit employees. And I think it's a strength. I'm sure that for that you are going to be back in 2 years for the next Ségit Retail Connection because it's really valuable for us, but I'm sure it's valuable for you too. We heard about the metaverse, and Ségit Retail Connection is under the banner of Set a New Pace. And you understand why now. Yesterday, you had a presentation from Hub Institute with a lot of challenges and items. This morning, roundtable on the SaaS, the security, how easy it is to expand and to drive your business on SaaS. And just now around the metaverse, and it's a lot of opportunities for you, for us. I say opportunities, even if they could be threat or very challenging, I think it is opportunities for those who will embrace them. And it is really what we want to do. We want to continue to evolve, to follow our customers, to follow your customers, and to help you to serve your customers. But also, I'm very proud of what I've seen, how we have developed product with customers, for customers, like Ségit Live Store and inventory tracking. And I would like to thank the customers that have testified yesterday about their experience and also the improvement we have to continue to make. Thank you, Pascal. Yesterday, and with your approval, of course, I explained in a few words the main axis of our new strategic plan, Phases 2. If I take your words, you want a superior, distinctive, and memorable customer experience. Wow. So, of course, we follow you, and we have envy, but we need resources to do that. Wow. We had a budget session in front of for the customer. 500 people. That's good. In fact, you
I've been on this customer experience journey for years because you're doing a lot of business to consumer. It's absolutely necessary to delight customers. We are entering in the journey. It's true we're on a B2B player, but we think that even on a B2B, delighting customer is really part of building a sustainable business for us. Let me explain a little bit about our strategic plan. Last week we revealed to a new strategic plan and our ambitions. We want to continue to grow. As of today, we are the leading provider of business management software in Europe, and we want to consolidate this place. We announced last week that we want to double our revenue by 2026, and it's a very ambitious plan. And just not doubling our revenue, we want to put the customer experience at the heart of our project. And it is difficult, because it's a lot of change at Cegid. And what does that mean for you? What does that mean that we put the customer experience at the heart of everything we do? It's very easy to say, very easy to put that on the screen. It is very difficult to execute, and you know that in your company, most of you went through that with your own customers. First, we want to continue to develop product and to have a very close intimacy with you, to listen, to look at the way you do business, the way you could improve the way you serve your clients or you made your product. And we want to do product with you, for you. Okay, we had a very short session yesterday. In 36 hours, we could improve our product. It's continuous improvement, and we want to do that with you, for you. Second, we want to make easier to do business with Cegid by reducing the level of frictions. And we, like all business growing, we know that time to time it could be difficult to do business with Cegid. And the last point is we want to continue to improve our product to make them easier to implement and to run. How do we develop our product? With a lot of new technology, but those products are very easy to implement and to manage in your operation. And I know these things is very difficult. Very simple words, but very difficult to execute. And it's a long-term plan. When we speak about revenue, it could be very short-term. When we speak about customer experience, it's very long. It's more 5, 10, 15 years, because we cannot achieve delighting customer experience in a very short period of time. It's a huge transformation for us. And I know that we have the support of our shareholders, the Cegid shareholders, but also the support of the 3,600 Cegid employees. And what we want, by heart, is to continue to be your preferred partners and to help you in your future. And I would like to thank you for your business. Thank you very much. Thank you, Pascal. So, Fred, it's okay, do you want I'm sorry, Fred, perhaps a last question? Yeah, for me? Yes, for you. I'm sorry, Fred. Few words about StoreIQ, or a few words about our strategy in terms of external growth? Yeah, I said that we want to expand very quickly. It's true, it will be through organic growth, but it will be also through acquisitions. The acquisition will fuel our strategy to enter in a new area, to have new product in our portfolio, but also to go to new countries, to expand the presence we have in new countries. It's much easier to acquire business to do that. StoreIQ, it's a great add to the Cegid portfolio. We're very happy to close. I don't know if Amy is still here. No, maybe she went back to London. And we're very pleased with StoreIQ. It's one example of the type of acquisition we want to make. Very easy solution to implement with a very quick and significant return from your customers. It's a type of product that creates value immediately. Thank you, Pascal. Thank you for coming. Now I could leave? Yes. Yeah, no, you can stay. You can stay on stage. Frédéric, come on, please. Finally. Yes. All right. Pascal.
So, thank you very much, Pascal, for all these inputs and this conclusion. Nathalie, some last words, maybe, for sure. Come on, don't look at me like this. Thank you. This is as simple as that. Just, if we can have the information for this afternoon, because of course, it's not finished, Cegid Connection still on for the retail. You have the workshops from 2 to 3:15. Yes, of course, yes. Lunch, to fuel the energy. And then a closing cocktail, and that will be really fun. So do stay and enjoy this moment. Thank you very much for all your attention. It was a great moment for the first time here all together since a long time. Thank you again, enjoy, and see you next time for a Cegid Connection for sure. Thank you very Bye-bye. much.